Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Georges, plus connu sous le pseudonyme Maître Georges. Bonjour Steve. Merci. Tu es pratiquant BDSM, on peut dire quasiment depuis toujours, et tu es le fondateur de la communauté du Triskel, une des toutes premières associations BDSM de France, sinon la première. La première, à mon avis. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo à son sujet, au sujet de cette association. La raison principale pour laquelle je t'ai sollicité, c'est que dans la communauté BDSM française, tu es un vieux de la vieille, si j'ose dire, et ta vision des changements que tu as pu constater dans notre société par rapport à ces pratiques, je la trouve très intéressante. Donc, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Très volontiers. Alors, je m'appelle Georges, d'où le Maître Georges, il va sans dire. Et donc, je suis dans ma 76e année. Et donc, j'ai été par le passé commerçant international. Et je suis en retraite maintenant depuis 16 ans. Donc, depuis que je suis en retraite, je me suis encore plus consacré au BDSM et à l'organisation de soirées. D'accord. Et à l'association en particulier. Et à cette association. Et à son site qui s'appelle anodjustine.com, qui est assez connu, je pense, dans le milieu, quoi. Dans le milieu, en tout cas, oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu des enfants ? Parce qu'on en parlera éventuellement après. J'ai eu 5 enfants. Et donc, dont l'un d'eux est en train de prendre ma suite, ce qui est un peu original dans ce milieu. Oui. Ouais. C'est-à-dire la responsabilité de l'association. Oui. Si je t'ai invité, c'est pour que tu racontes un petit peu ton parcours à partir de tes premiers émois, parce que souvent, ce qu'on peut ressentir au tout début va être fondateur du parcours de la suite, en fait, de ce qu'on va faire, et en particulier dans le BDSM. Donc, comment ça commence pour toi ? Alors, je pense qu'il faut dire que ça commence quand je rencontre réellement une femme qui est soumise et qui a envie de vivre une relation intense, quoi. Mais il y avait quand même, il faut revenir un peu plus avant, et il y avait quand même des signes un peu particuliers qui méritent peut-être d'être signalés. Et des signes précurseurs. Précurseurs, mais qui ne relevaient pas réellement du BDSM. Je me souviens que mon plus jeune frère, il avait 4 ans d'écart, et donc moi j'en avais 8, et mon plaisir était de le ligoter dans son lit. Bon, il avait 4 ans. Il avait 4 ans, oui. Ouais. Et moi 8. Donc c'est un peu particulier. Mais c'était vraiment un jeu, quoi. Un jeu qui me plaisait, mais voilà, il n'y avait pas de relation DS derrière, c'était juste un jeu de cordes, quoi. Ouais. Et ce jeu de cordes, je l'ai également beaucoup utilisé avec mes voisines, qui étaient aussi mes cousines, dans des jeux d'indiens et de cow-boys. Bien sûr, elles se retrouvaient souvent attachées au totem. Et donc, mais là aussi, c'était plus une façon de découvrir le corps des femmes et des filles. Enfin, c'était un début d'éducation sexuelle improvisée, plutôt que de parler de racines de BDSM, quoi. Ouais. Découverte enfantine et adolescente. Oui. Voilà. Parce que deux choses qui malgré tout te plaisaient, parce que oui, bien sûr. Tu me racontais quand on a préparé l'interview quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ton fameux frère de 4 ans, c'est tes parents qui le découvraient dans le lit après. Oui, absolument. Et je me faisais morigéner sévèrement par mon père. Oui, parce que c'est particulier. Et en plus, j'imagine les parents découvrant que leur fils de 8 ans attache le petit frère, c'est pas tous les parents, j'imagine. Non, je crois pas, effectivement. Il n'en souffrait pas ? Non, il existe toujours. Mon frère aîné est décédé, mais mon jeune frère, on se voit très souvent et on est les meilleurs amis du monde. Et je ne l'ai plus jamais attaché après ça. Il se laisse plus faire ? Non. Donc pour rappel quand même, parce que c'est important, tu es né à la fin des années 40. Oui.
une époque qui n'est plus la nôtre. On en parlera un peu plus tard, en particulier parce qu'on a accès maintenant avec Internet, un outil formidable, à des informations auxquelles on n'a pas accès dans les années 40 et même jusque dans le début des années 90. Oui. Et comme tu le disais, tu as une certaine appétence pour des jeux qui plaisent pas forcément à d'autres, mais tu vas réellement t'intéresser à ce qu'on appellera vraiment du BDSM qu'avec une rencontre dont tu parlais tout à l'heure. Alors. Absolument. Mais je voulais signaler que avant de rencontrer cette jeune femme dont je t'ai parlé, j'avais éprouvé la nécessité de me rapprocher d'un psychiatre parce que j'étais effrayé moi-même de mes propres fantasmes. Et à ce moment-là, tu as 16 ans à peu près. Et j'ai à peu près 16 ans à l'époque. Et donc, j'étais allé le voir, et ce type s'était montré extrêmement intelligent, à mon avis, parce qu'il m'avait demandé si je pouvais avoir des rapports classiques, ou bien si la nécessité d'attacher ou de donner des ordres était absolument indispensable. Et je lui avais répondu que c'était pas indispensable, mais que c'était juste la cerise sur le gâteau, enfin le côté qui m'intéressait beaucoup, quoi. Et il m'a répondu, tant que vous n'en souffrez pas et que vous pouvez vous en passer, vous n'avez rien à faire dans mon bureau. Vous reviendrez si jamais vous en êtes au point de ne plus pouvoir faire autrement que de passer par ces biais-là. D'accord. Donc voilà, ça m'avait rassuré beaucoup en me disant, tout va bien, quoi. D'accord. Parce qu'on peut dire, dans une certaine mesure, que tu as eu une vie, ce qu'on appelle une vie vanille. Enfin, tu as été marié, tu as eu des enfants. Absolument. Et tu les as pas tous conçus en attachant ta femme. Non, mais j'ai quand même eu beaucoup de ce genre de rapport avec mon épouse de l'époque, hein, mais elle n'éprouvait pas un enthousiasme qui m'encourageait à persévérer, quoi. Elle le faisait vraiment pour moi, quoi. Elle le faisait pour te faire plaisir. Voilà. Et ça se sentait trop, quoi. Je veux dire, ça sentait trop qu'elle n'éprouvait pas du tout le besoin, quoi. Ouais. Donc, mais ce qui, quelque part, est une belle preuve d'amour. Oui, absolument, absolument. De ce côté-là, ça s'est avéré continuellement, même si on a fini quand même par se séparer, mais longtemps après, quoi. D'accord. Après, quand même, une petite trentaine d'années de vie commune, quoi. Donc, une petite trentaine d'années, j'aime bien la précision, une petite trentaine d'années, d'accord. Donc une belle histoire, qui se finit par une séparation, mais une belle histoire, et puis cinq enfants. Qui se termine pas vraiment, parce que je la vois très souvent, mais en ami, quoi. D'accord. On a toujours nos 5 enfants en commun, et on a beaucoup de fêtes de famille, donc on se retrouve très souvent. Tu rencontres ta femme très tôt, parce que tu as 18 ans, elle en a 15 de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, et tu me dis qu'à ce moment-là, tu as déjà des pratiques un peu plus structurées. Oui, puisque c'est à peu près l'époque aussi où je vois le psychiatre en question. Ouais. Hein, et donc, c'est d'ailleurs un peu aussi à cause du regard de ma future femme, qui me regarde avec amour, mais avec inquiétude un peu. Du fait que tu aies une attirance pour ces pratiques-là, en fait. Oui, pas seulement une attirance, mais que je lui propose, et pas que je lui impose, mais enfin, elle accepte ce genre de pratique, mais personne d'autre de sa connaissance, ni de la mienne. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas d'informations du tout. Les seules informations qu'on peut avoir à cette époque-là, c'est la littérature. Et la littérature, donc, c'est uniquement Sade et Histoire d'eau, qui sont tous les deux des choses qui relèvent de l'imaginaire, quoi, hein. On sait maintenant que Sade ne dépeçait pas les gens ou ne les assassinait pas, voilà. Et on sait aussi que Pauline Réage d'Histoire d'eau n'avait jamais rien vécu de ce qu'elle racontait, même si elle avait tout compris, quoi. Sachant que, effectivement, Histoire d'eau sort en 1954, quand à 16 ans, on est au début des années 60 à peu près. Voilà, c'est ça. Hein, donc oui, à ce moment-là... C'est un livre qui est encore sulfureux, qui est très... Enfin, je ne sais pas s'il est encore interdit, mais il a été interdit. Donc, mais c'est un livre qui me parle énormément, évidemment. Ouais.
Mais sachant que ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, la littérature, elle n'est pas très développée dans ce domaine-là. Et puis comme on l'a dit, ça a été interdit. On est à peu près dans les années où Régine Deforge essaye de publier un certain nombre de choses, mais c'est pareil, elle se fait attaquer par le ministère public. Ça se lisait plus ou moins sous le manteau. Et puis il n'y avait pas l'offre qu'il y a aujourd'hui où tout le monde se met à écrire de l'érotisme et du BDSM, quoi. Oui. Mais bon, malgré tout, pendant des années, tu pratiques avec elle, sans vraiment mettre de terme dessus, finalement. Oui. Donc ta première histoire déterminante, elle est dans les années 70. Tu me disais avec une secrétaire qui travaillait à l'endroit où tu travaillais toi-même. Oui, alors ça c'est une histoire qui reste très présente dans ma mémoire parce qu'elle était assez dérangeante. C'est une toute jeune... que j'obtiens un peu par chance ou par hasard, un poste très important, de sous-directeur commercial d'une grosse centrale d'achat dans le domaine de la photo. À l'époque, j'avais une très bonne mémoire et donc, en particulier, je me souvenais des 600 numéros de téléphone des 600 clients de la boîte où j'étais embauché, quoi. Et donc, ça a beaucoup impressionné cette toute jeune secrétaire, très jolie, et j'ai vu qu'elle me sollicitait, quoi. Et comme elle était d'une beauté renversante, je lui ai parlé dans un premier temps, et en particulier des choses que je faisais. Elle a tout de suite embrayé en disant que ça l'intéressait beaucoup, et effectivement, ça l'intéressait beaucoup. Et donc, c'est devenu quelque chose c'est devenu une relation cachée, mais néanmoins très, très active, quoi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle voulait que j'aille plus loin et que je m'engage vis-à-vis d'elle de façon sérieuse. Et j'étais marié et j'avais déjà un premier enfant. Oui, j'avais déjà un premier enfant, et donc il n'était pas question pour moi d'abandonner ma femme et mon enfant, quoi. Pour toi, ça se limitait à ce qu'on appelle aujourd'hui une play partner. Voilà, exactement. Donc, j'ai dit, il faut que j'arrive à lui faire comprendre ça, et je ne savais pas comment faire, parce qu'elle avait fait ce don d'elle-même qui était magnifique, quoi. Et la situation t'échappe. Et voilà. Et donc, je me rends compte que je crois être malin en réalisant elle vivait encore chez sa mère, et elle était, très attachée à sa mère. Et donc, un jour, je lui dis, écoute, voilà, il faut qu'on aille plus loin, mais ce que je veux faire, c'est tout laisser tomber et qu'on parte tous les deux en Australie. Ce qui n'est pas ce que tu veux. Non, pas du tout. Tu lui dis dans un but bien précis. Oui, le but étant qu'elle dise, ah non, je peux pas, il faut que je reste chez ma mère, c'est pas possible, etc. Et quand je lui dis ça, elle fond en larmes, donc je pense que c'est bien parti. Et dans les larmes, elle dit « d'accord ». Raté. Et là, je me rends compte que c'est une catastrophe. Et je suis très embêté. Je crois que c'était le lendemain ou surlendemain, je lui parle. Et je lui avoue que j'ai menti, quoi, que j'avais pas l'intention de partir en Australie, mais que je voulais rester avec ma femme, quoi. Et elle me dit, si c'est comme ça, c'est d'accord, on va rompre, mais j'ai une condition. Alors, et la condition, c'était que je sois son témoin elle m'a dit qu'elle allait trouver quelqu'un et se marier très vite. Et qu'elle voulait que je sois son témoin de mariage. Et elle voulait aussi que la nuit, avant ses noces, je couche avec elle, quoi. Je passe la nuit avec elle. Alors donc, et si je n'étais pas d'accord, elle allait voir ma femme pour lui expliquer ce qu'on faisait. Donc j'ai accepté les conditions. Et c'était des conditions très dures, puisque effectivement,
Ça s'est fait, mais c'est une expérience traumatisante, je pense. Hein. Ouais. J'en garde le souvenir minute par minute, aujourd'hui encore. Quoi. Ouais. Tu dis ça avec le sourire, oui, mais effectivement, ça devait pas être simple. C'était pas simple, mais bon, c'est vrai que c'était aussi... on avait vraiment établi une vraie relation, hein, que j'ai cassée parce que je croyais devoir le faire à l'époque, quoi. Mais c'était une vraie relation quand même, quoi. Donc ça, c'est la première histoire déterminante, et il se trouve qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle s'est mariée. Oui. Et que tu l'as revue. Oui. Avec beaucoup de temps sans se voir. Et puis mon départ pour la Bretagne, ça se passait dans le nord de la France. Donc, mais on s'est revus, oui. Tu la revois, et il se trouve que vous rejouez un peu ensemble. À chaque fois. Et son mari est au courant. Et son mari est au courant. Je ne pense pas qu'il soit au courant des détails, mais elle lui dit, écoute, Georges arrive dans le coin, donc je ne serai pas là pendant 3 jours. D'accord. Voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et là, ta première femme, elle ne savait pas tout ça, mais tu me disais qu'elle s'en doutait. Oui. Tu pratiquais avec ta femme, mais comme tu le dis, elle le faisait plus pour te faire plaisir que parce qu'elle aimait ça. Mm-hmm. Et là, je voudrais faire une digression, c'est qu'on est dans les années 70, 80, au plus, et l'absence d'information, parce que tu mets toujours pas de mots sur ce que tu... Non. Et l'absence d'information fait que des couples se construisent quelque part sur une absence d'information. Oui. Et s'il y avait eu information à ce moment-là, peut-être que les couples ne se seraient pas construits de la même façon. Peut-être. Et peut-être que ça n'aurait pas abouti du coup à des séparations, avec parfois des enfants qui souffrent dans cette situation-là. Peut-être, oui. Je rebondis là-dessus parce que le sujet de l'éducation sexuelle au sens large, pas que pour les enfants, on apprend toute sa vie, fait qu'aujourd'hui ça arriverait peut-être moins parce qu'on a plus facilement accès à ce que... Enfin, on arrive plus facilement à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on aime. Oui, vraisemblablement que ce serait différent, hein, mais à quel point différent, c'est très difficile. C'est difficile à dire. Hein, mais oui, ce serait différent, je pense. Hein. Ouais. Et la première approche que j'ai du milieu, c'est donc à Paris, lors d'une conférence. Dans les années 80. Dans les années 80. Et ça, c'est la vraie première approche du milieu, parce que là, tu mets des mots dessus. Alors, raconte. Je ne savais même pas qu'il y avait un milieu, quoi. Ouais. Tout simplement, hein, puisque c'était... il existait déjà un milieu qui a toujours existé, je pense. Hein, mais qui était confidentiel. Mais qui était extrêmement confidentiel. C'était aussi difficile que... C'était probablement le même genre d'organisation que dans la résistance pendant la guerre. Quoi. On était vraiment les derniers des derniers, considérés comme la lie de la société, en gros, et les gens les plus pervers. Enfin, les gens d'ailleurs, aujourd'hui encore, pour un bon nombre, collent sur notre communauté les pires de leurs fantasmes propres. Quoi. Ouais. Hein, c'est toujours mal vu chez un certain nombre de personnes. Oui, on est encore loin d'être arrivé à une respectabilité que je pense pourtant mérite. Je pense que cette relation mérite largement d'avoir une meilleure respectabilité. Alors, ce qui te fait dire ça, ou ce qui peut te faire dire ça, quand je repense à un certain nombre de conversations qu'on a eues ensemble, c'est qu'en particulier, et ça vaut le coup de le dire, il y a des valeurs dont on parle beaucoup ces temps-ci. Oui. Je pense en particulier au consentement, qui a toujours été véhiculé très largement, et de façon même, j'ai envie de dire, précurseur, par la communauté BDSM, depuis toujours, du moins pour ceux qui pratiquent raisonnablement, on va dire. Hein. Absolument. Oui, absolument. Hein, et même, disons... je pense qu'on allait au-delà du consentement, déjà à l'époque, quoi. Hein, parce que le consentement, c'est « oh bon, oui, si tu veux, je suis d'accord, si tu veux, quoi ». Et ce qu'il nous faut, c'est de l'enthousiasme. C'est pas pour pouvoir faire ces choses extraordinaires, il faut de l'enthousiasme, plus que le consentement. Plus que du consentement, oui. Alors revenons sur, parce qu'on a fait une petite digression, revenons sur cette fameuse rencontre là qui va changer quand même pas mal de choses pour toi. Tu as 35-40 ans. 35 ans. 35 ans, oui. Et tu fais une rencontre. Oui, alors par le plus grand...
je suis invité à une conférence à Paris dans le domaine de la photo, puisque je suis responsable enfin disons, sous-directeur d'une grosse boîte, quoi. Donc, et j'y vais, bon, c'était pas vraiment, c'était un peu liminaire par rapport à mon activité réelle, mais bon, ça m'intéressait, donc j'y vais. Et j'écoute ce conférencier parisien, mais surtout je regarde ma voisine, qui est une charmante jeune femme, une belle petite brune, dont j'apprendrai plus tard en plus que c'est une personnalité un peu extraordinaire, puisqu'il s'agit de la première femme photographe de guerre, en France, quoi, hein, qui est une jeune femme d'origine russe. Et donc, mais enfin, disons, là, je remarque surtout sa bague, qui est une bague histoire d'eau, c'est une bague avec un petit anneau dans la bague, quoi. Et je lui fais une réflexion à ce sujet-là. Une bague qui est décrite dans le roman Histoire d'eau. Oui, absolument. D'accord. Et donc, je lui dis, vous avez une jolie bague, mademoiselle. et elle me dit, oui, c'est une bague de soumise, parce que je suis soumise à mon maître. Et là, le monde s'écroule sur ma tête. Il existe quelqu'un qui vit ça, quoi. Hormis moi-même. Parce que je ne savais pas si j'avais pas inventé tout ça. Moi, ouais. C'est à ce point-là, tout simplement. Donc je ne l'avais pas inventé puisque quelqu'un d'autre le vivait, quoi. Alors immédiatement, 10 000 questions arrivent dans ma tête. Et je lui pose les questions les unes après les autres, et jusqu'au moment où l'orateur de la conférence me demande « ça vous embête pas si je continue ma conférence ?» Donc il nous impose le silence. Et donc à ce moment-là, je ne dis plus rien, mais je reçois un petit papier de ma voisine qui me demande à quel hôtel je suis descendu. Alors je lui précise l'hôtel sur le petit mot, et quelle chambre, le numéro de chambre, et elle me met un petit mot en disant « je passerai ce soir ». Donc je sors de là donc sans savoir, je ne connais pas son identité, peut-être que c'est juste un mot, mais qu'elle ne viendra pas, quoi, et que je ne pourrai jamais la recontacter, quoi. Mais donc j'attends avec beaucoup d'impatience dans ma chambre d'hôtel le soir, et très tardivement, j'entends frapper à la porte. Et je vois cette jeune femme entrer avec une petite valise dans ma chambre, poser sa valise sur le lit de la chambre et se déshabiller intégralement, ouvrir sa petite valise, sortir une cravache, et elle se met à genoux devant moi en présentant la cravache. Et là, je suis absolument incapable de faire autre chose que dire « Mademoiselle, s'il vous plaît, rhabillez-vous. Il faut qu'on parle. » Et donc, c'est ce qu'on a fait une bonne partie de la nuit. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle était effectivement soumise et qu'elle vivait à Antibes à l'époque, et son maître était de Monte-Carlo. Et donc, c'était un monsieur qui avait 70 ans à l'époque, hein, donc beaucoup plus vieille qu'elle. Et elle m'a expliqué qu'elle connaissait un certain nombre de gens qui organisaient à Paris des soirées. C'était des toutes petites soirées, très cachées, mais enfin, j'avais trouvé quand même une petite porte d'entrée dans ce milieu, quoi. D'accord. Ce qui était quand même très difficile. Ouais. Et dû au hasard, surtout. D'accord. On va préciser qu'elle se déclare soumise, mais elle se déclare bien soumise avec la signification propre au BDSM. Elle n'est pas soumise au sens propre. Ah non, pas du tout. C'est pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui ne connaissent pas, oui. On est déjà dans le grand théâtre BDSM. Oui, c'est sûr, absolument. Parce que une première femme reporter, photographe de guerre, c'est quand même... voilà, à l'époque, ça paraît incroyable qu'une femme aille faire des photos en temps de guerre dans les pays un peu partout, quoi. C'était...
fallait vraiment, c'était des gens très courageux, quoi. Qui manquent pas de caractère. Et qui manquent pas de caractère. En plus d'origine russe, son caractère était vraiment explosif. Ouais. Parce qu'il se trouve que je l'ai fréquenté longtemps par la suite. Hein, on a même, enfin, il y a déjà peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que j'ai perdu son contact, mais on a été en contact pendant très très longtemps quand même, quoi. Et donc ça fait que j'ai fait beaucoup de kilomètres entre l'île où j'habitais à l'époque et la Côte d'Azur, quoi. D'accord. On peut préciser que son maître, donc comme tu l'as dit, était de Monaco, de Monte-Carlo, oui. Et il était au courant, il la prêtait. Après, oui. Enfin, disons, elle lui en a parlé et il a été d'accord pour que je la voie, quoi, de temps en temps. Okay. Et il se trouve que lui, je ne l'ai jamais rencontré. Tu l'as jamais rencontré? Non. Ouais. Tu l'as même pas eu au téléphone? Non, même pas. C'était par son intermédiaire, mais enfin, disons, quand il y avait des choses à dire, c'était par son intermédiaire. D'accord. Okay. Mais ça aurait pu se faire, mais... Bon. D'accord. Et tu n'as pas de doute sur le fait que c'est pas elle qui t'ait juste dit qu'il était d'accord, alors qu'il l'était peut-être pas? Non, je pense que c'était tout à fait réel. Connaissant ce type de relation, sachant que ça peut arriver, ça te paraissait tout à fait raisonnable, même avec le recul aujourd'hui? Oui, même aujourd'hui, ça me paraît raisonnable. Ouais. Donc tu apprends qu'il existe des cercles, en particulier à Paris. Oui. Hein, on est quand même dans un pays très centralisé, hein, sur la capitale. Oui. Donc essentiellement à Paris, elle t'y introduit et tu fais comme ça la connaissance d'un certain Patrick Lesage. Oui. Figure, j'ai envie de dire, très connue, qui est décédée il y a peu de temps, l'année dernière. L'année dernière. Qui était dominant, connu à Paris. Oui, enfin là, à l'époque, il n'était pas tellement connu, c'était encore l'époque où il construisait son premier donjon sur Versailles. Et on s'est beaucoup vu, en particulier à l'occasion de la mise en place de ce donjon, c'était un peu de travail. Donc, tu lui as filé un coup de main. Un donjon comme ici, c'est... D'accord. Voilà. Alors, c'était pas un grand donjon comme ça, hein. On aurait pu en mettre 4 dedans, dans cette pièce, quoi. D'accord. Mais il faut dire qu'il n'y avait peut-être pas aussi... Il n'y en avait pas. Puis il n'était peut-être pas aussi facile de se procurer du matériel tel que celui qu'on peut voir dans cette pièce. Non, il fallait le fabriquer la plupart du temps. D'accord. Donc oui, un petit peu de travail en perspective. Oui, et donc tu vas lui filer un coup de main, c'est ce que tu me disais. Avec plaisir, oui, bien sûr. D'accord. Et enfin voilà, on s'est longtemps fréquenté. Ensuite, il y a eu un premier donjon dans le 15e, puis un deuxième donjon, disons qui était de plus en plus chouette. Hein, et puis finalement, il avait un très beau donjon. D'accord. Donc comme tu dis, à l'époque, la communauté BDSM, elle fonctionne un petit peu par une espèce de nébuleuse de petits groupes qui sont imperméables Exactement. Les uns aux autres, jusqu'à ce que... Qui se connaissent même pas, éventuellement, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que le Barbare ouvre. Oui, ça a été un premier établissement public BDSM avec un tout petit donjon, mais alors... Comme je le dis à l'oral, on va préciser, c'était le bar-bar, hein, c'était pas le barbare. Non, c'était bar-bar. Qui est ouvert par Pascal. Oui, qui est toujours le même Pascal maintenant de Cris et Chuchotements, quoi. Voilà. Il a ouvert un autre qui est aussi un club. Vieil ami, bien sûr, il l'a ouvert dans la continuité du barbare. Quand il a fermé le barbare, quoi. Donc, alors le barbare, c'était quoi? Donc c'était un bar, comme son nom l'indique, mais avec il y avait un petit escalier qui descendait à la cave, et dans la cave il y avait un donjon, un petit donjon, tout petit donjon, mais bon, fonctionnel. Et donc où se retrouvaient les gens, et donc ça permettait d'établir de nouvelles connexions, quoi. D'accord. Parce que c'était quand on rencontrait quelqu'un au barbare, lui connaissait 2-3 personnes, mais qu'on ne connaissait pas, quoi, que moi je ne connaissais pas. Donc, ça a permis de fusionner un petit peu, de catalyser un regroupement. C'était un premier début de communauté, en quelque sorte, quoi. D'accord. Et là, on est dans les années... Toujours 80, 90? Oh, je ne saurais pas dire ça, j'ai du mal à dire. En tout cas, ça a permis d'élargir les cercles. L'étape suivante, ça a été le Minitel,
le Minitel, ça a aussi, ça a également Permis de faire des contacts, permis de faire des contacts et de fédérer un peu les gens, quoi. D'accord. C'était quoi les sites qui existaient à l'époque dédiés au BDSM? Est-ce qu'il y en avait? Je suis en train de réfléchir à ça. C'était surtout des sites de rencontres, je pense, très classiques, mais sur lesquels on spécifiait quand on aimait le BDSM, quoi. Ouais. C'est sur un site. On était des sadomaso, parce qu'à l'époque, c'était le terme qu'on utilisait. Ouais. C'est sur un... Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est de penser que sadisme et masochisme, c'est quand même des pathologies mentales. On était le seul groupe à se donner le nom de pathologie mentale. À revendiquer la maladie. Oui. Exactement. De mémoire, Mastermind et Salomé se sont rencontrés sur Minitel. Oui. Salomé qui a écrit Soumise, qui a écrit un roman, qui est une compilation en fait, qui est un roman épistolaire. Dans lequel elle parle aussi de moi. D'accord, je l'ai lu, mais j'en avais pas souvenir. Ah si. Enfin, elle parle de mes soirées, elle est venue à une ou deux soirées, parce que moi j'ai organisé tout de suite des soirées ouvertes. Alors on va en parler un peu, mais effectivement tu as un sacré parcours dans la communauté BDSM, parce que tu vas effectivement apparaître, être personnage d'un certain nombre de romans qui sont parus, dont Soumise de Salomé, et également Le Lien de Vanessa Duriez, dans lequel tu es Maître Georges. Ben oui, comme par hasard. Maintenant, on reconnaît la plupart des gens, moi je connais à peu près la plupart des gens qui sont mentionnés sans nom ou avec des noms, mais dans son livre. Hein. Je peux mettre un nom presque sur tout le monde. Hein. Oui. Oui. D'accord. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque encore, Le Lien sort en 1993 de mémoire. À l'époque encore, on n'a pas trop d'Internet. L'Internet grand public, c'est 95, ça commence tout juste. Ouais. La communauté est encore relativement restreinte. Oui. Mais la particularité du Lien, c'est qu'elle était très jolie, Katia, et donc elle est beaucoup passée à la télévision. On l'a vue à la télévision, et elle a parlé, comme elle parlait dans son livre, et ça a fait des gros scandales, mais ça a fait parler beaucoup de... Et avant ça, il y avait eu aussi Ciel Montmardi, de Chavannes, qui avait reçu Maître François et sa soumise Justine, qui était par la suite responsable de mon association pour Paris, pour la région parisienne, quoi. D'accord. Et lui, c'était vraiment un couple magnifique et extraordinaire, quoi. Et c'est vraiment les premiers qui ont parlé de ça à la télévision française, quoi. D'accord. La télé a été assez aussi... touche beaucoup de monde, et donc déjà l'idée que ce soit... Je pense que dans les gens qui sont attirés par ce genre de relation l'ont en tête, quoi. Et quand il se trouve que quelqu'un dit oui, ça existe et on peut le vivre, c'est comme une révélation, quoi. Ça a dû beaucoup aider, oui, à commencer à démocratiser un peu ça, et à faire effectivement se rendre compte à un certain nombre de gens qui avaient déjà ça dans l'esprit, tiens, oui, effectivement, je suis pas tout seul. Donc ça a dû pas mal catalyser encore le fait que la communauté grossisse ou qu'elle prenne un peu d'ampleur. Donc il y avait le Barbare, depuis d'autres endroits ont ouvert, hein, tu me parlais de l'Escarpin. Alors, il y avait Cris et Chuchotement. L'Escarpin, c'est beaucoup plus tard. Et beaucoup plus tard, l'Escarpin, toujours à Paris. Oui, à Paris. Mais à Paris, c'est quand même étrange de voir que ces deux lieux petits, quoi. L'Escarpin est tout petit et Cris et Chuchotement n'est pas très grand. C'est pas très grand. Je crois que l'autorisation administrative, ça doit être 40 personnes ou quelque chose comme ça, quoi. Pour une capitale, c'est vraiment rien, quoi. Alors, si on se réfère à d'autres pays, oui, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour la France, c'est ce qu'il y a de plus grand, j'ai envie de dire. Alors, tu me dis qu'il y avait le Clair-Obscur que je ne connaissais pas. Est beaucoup plus grand. Au Cap d'Agde. C'est au Cap d'Agde, c'est pas ouvert toute l'année. C'est un peu différent, quoi. Mais... Alors, depuis, puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle de ces clubs-là, depuis, il y a quand même tout un tas d'endroits qui permet la pratique du BDSM, mais dont c'est pas l'activité principale. Comme, par exemple ? Bon, il y a un certain nombre de clubs où on peut en retrouver. Je parlais du Taken avec M et Sekhmet. Pratiquement tous
tous les clubs échangistes ont un petit coin qui est censé représenter un donjon, mais le monde libertin et le monde BDSM, si on l'appelle comme ça, il y a des problèmes parce que comme notre activité est souvent associée à des violences qui est imaginaire, parce qu'il n'y a pas de violence quand le consentement ou même l'enthousiasme est là, il n'y a pas de violence, mais c'est souvent considéré comme un milieu violent, quoi. Et donc il y a des gens qui sont... Enfin, il y a souvent des problèmes on a du mal à mélanger ces deux mondes vraiment de façon proche, quoi. Oui. C'est c'est deux mondes un peu différents, effectivement. Oui. Donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit, et puis en plus, alors, c'est pas un univers que je connais, mais pour ce que j'en sais, pour ce qu'on m'en a dit, le libertinage, c'est pas forcément un endroit aussi ouvert d'esprit, c'est pas forcément un milieu aussi ouvert d'esprit que ne peut l'être, où on peut se sentir aussi libre que ne peut l'être la communauté BDSM. Oui, ça c'est sûr. Et surtout, il y a... ce qui n'est pas forcément un mal, dans le sens où, je veux dire, chacun son monde. Hein. Oui, mais il y a un côté très... inventif dans notre milieu qui n'existe pas du tout dans le... C'est un peu répétitif, et ce qui fait que au bout d'un moment, beaucoup de libertins voudraient bien essayer un peu le BDSM, voir en quoi on est différent. Voilà, et donc ça représente quand même des gens un potentiel de découverte important, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont suffisamment libérés pour tenter des choses, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont tentés, mais qui ne vont pas passer à l'acte, quoi. D'accord. Puis aussi, il faut savoir que notre milieu est essentiellement composé de gens qui vivent ça en couple fermé, qui n'iront jamais dans une soirée, ils resteront toujours en couple, quoi. Ça va leur suffire. Hein. Ça, oui, bien sûr. Et c'est quand même des gens qui sont tout à fait de la famille, quoi. Oui, ils font partie de ce qu'on peut appeler la communauté, ils font également du BDSM, mais ils n'ont pas forcément envie de le partager. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas forcément envie de s'afficher en public. Exactement. Pour tout un tas de raisons qui peuvent se comprendre, soit parce qu'ils, tout bonnement, ils n'en ont pas envie, voilà, soit parce que ils prendront pas le risque parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une activité professionnelle, pour tout un tas de raisons qui peuvent se comprendre. Mais c'est l'essentiel de notre communauté, ces gens-là. Pour revenir à ton histoire, donc à partir du moment où tu découvres la communauté, tu vas t'investir pas mal dans l'organisation de soirées. Oui, c'est ça. Oui, d'événements. À partir du moment, il se trouve qu'il y a un autre phénomène, c'est que dans mon boulot, j'ai dit que je travaillais pour une société, un groupement d'achat, mais assez rapidement, je me suis mis à mon compte. Je suis devenu commerçant international, mais indépendant, quoi. Et donc, ça m'a rapporté pas mal d'argent et j'ai été assez riche pendant quelques années. Et donc, mes soirées avaient la particularité d'être entièrement gratuites pour tout le monde, quoi. Et ça, je me suis aperçu quand je suis arrivé en retraite et que je ne pouvais plus me permettre de telle largesse, je me suis aperçu que c'était très important pour certaines personnes, le fait de la gratuité, quoi. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu se le permettre. Ou simplement, ils préféraient ne pas payer. Oui, alors ça c'est un autre problème. J'étais un peu déçu de reconnaître des gens que j'ai vus très régulièrement pendant des années et que le jour où j'aurais demandé une petite participation, ils sont plus venus, quoi. Ouais. C'est un peu décevant. Ouais, ça c'est clair. Je peux comprendre. Mais c'est classique. Ouais. C'est décevant, pour le côté un peu rapia, j'ai envie de dire, mais c'est décevant aussi parce que quelque part, c'est la question que je me pose, finalement, ils n'étaient pas si intéressés que ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils étaient intéressés par le fait que c'était gratuit, parce que c'était pas gratuit ailleurs, de toute façon, jamais, quoi. Ouais. Et à cette époque-là, grosso modo, il n'y a que 2 personnes qui organisent ce type de soirée, c'est toi et un Maître André, à Aix-en-Provence, oui.
Oui. Donc on se connaît parce qu'on est allé dans les soirées l'un de l'autre, quoi. Mais il n'y a que nous qui organisons des soirées. Alors, comme je disais, il y a toujours à Paris des organisations de soirées. Mais c'est, disons, dans les appartements, c'est 4-5 couples maximum, et c'est toujours les mêmes, puisque c'est fermé. Voilà. Et donc, les soirées que j'organise et que Maître André organise sont ouvertes aux gens qui ont envie de venir, quoi. Et c'est dans des lieux qu'on loue, qui sont suffisamment grands pour recevoir 50 ou 100 personnes, quoi. D'accord. Donc c'est autre chose, et c'est assez important pour structurer une communauté, quoi. Ouais. Ces soirées-là permettent, en mélangeant beaucoup plus de monde, de développer effectivement... En particulier à Paris, ça mélange des gens. Et par exemple à Paris, très rapidement, il y a Demonia qui organise le magasin Demonia d'accessoires BDSM et de fringues. Sur lequel j'espère bien faire un sujet, j'ai déjà pris des contacts Oui. avec Joris. Donc organisent à partir de... Ça doit être 2010 ou quelque chose comme ça, ou... Alors, je pourrais pas dire... Enfin, je ne sais plus exactement, mais enfin, ils organisent la Démonia, qui brasse énormément de monde, dont une partie, mais peut-être 20%, qui sont BDSM, mais qui sont contents d'avoir quand même un endroit pour se retrouver, quoi. Ouais. Mais ils sont minoritaires. D'accord. Oui, parce que c'est des soirées surtout fétiches, pas forcément... C'est des soirées fétiches et qui tolèrent, je dirais, le BDSM à condition qu'il soit assez... Soft. Et puis aussi, il y a une différence, c'est que dans nos soirées, il n'y a pas de... C'est pas un spectacle, les gens ne regardent pas un spectacle sur une estrade, et ils sont les acteurs et les spectateurs. Hein, d'accord. Chacun d'entre eux. Et donc, c'est une autre façon de voir les choses, quoi. D'accord. Demonia, pour le préciser, c'est un magasin qui existe depuis une trentaine d'années et qui vend surtout des articles fétichistes et qui peuvent s'adresser effectivement à la communauté BDSM. C'est pas un vulgaire, entre guillemets, le mot est peut-être pas bien choisi, mais c'est pas un vulgaire sex shop. Enfin, c'est pas un sex shop comme les autres, en tout cas. Bien sûr, oui. À l'époque, il y avait Philéa aussi qui vendait des fringues encore plus chères. Ouais. D'accord. Avec ce fameux André, tu pousses les gens à créer des soirées dans 11 régions, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Et ça a créé une certaine dynamique, ça a contribué encore à développer la communauté. Oui, absolument. Et donc, oui, là, à ce moment-là, petit à petit, hein, ça se construit petit à petit, mais on est de loin le plus grand organisateur de soirées en France, puisque si on considère la communauté dans 11 régions au minimum, puisque ce qu'on demande aux gens, c'est de faire au moins une soirée par mois. Et enfin, au départ, moi, l'idée, c'était je voulais que les gens soient à moins de 100 km d'un endroit où on organise ce type de soirée. Bon, 11 soirées, 11 régions, on y était presque. D'accord. Mais c'est-à-dire que n'importe où en France, tu voulais qu'il y ait au moins une soirée disponible à moins de 100 km. Exactement. Voilà. Et il y a une motivation derrière ça, c'est que, ce que tu m'as dit quand on a préparé, c'est que SAD, c'est français. Oui. Histoire d'eau, qui a un retentissement énorme à l'époque. Mondial, bien sûr. Voilà, c'est très important. Elle sera interviewée par le New York Times, Pauline Rage. Je crois que c'est traduit dans 68 langues ou un truc comme ça. C'est plus d'1 million. Enfin, j'en ai parlé avec Frank Spengler, j'ai fait une interview qui m'a dit c'est 1 million, enfin dans le monde entier, c'est 1 million d'exemplaires, ce qui est énorme. Et interdit dans tous les pays où c'est paru. Ça, c'est une particularité. Ouais. Pas pour longtemps, mais à chaque fois, tout de suite, il y a la censure qui dit non, pas ça. Je peux comprendre. Enfin, moi, je l'ai lu à 16 ans. Effectivement, c'est une révélation, on s'en souvient, quoi. Hein. Moi, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je n'étais pas peut-être au comprendre. Mais effectivement, c'est pas. On le referme pas en se disant tiens, je vais l'oublier, ça m'intéresse pas. Et même moi, j'en ai fait un test pour les soumises, quoi. Oui. C'est-à-dire certains passages, je leur demande simplement de le lire à haute voix. Oui. Et si leur voix ne tremble pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ouais. Parce qu'il y en a, on voit bien l'émotion que ça crée, quoi. Si c'est un texte qu'ils ne connaissent pas déjà par cœur, c'est possible aussi. Oui. Et donc,
SAD, c'est la France, Histoire d'eau, c'est français aussi. Bien sûr. Et ce que tu constates, c'est que pourtant, dans notre pays, c'est celui qui a le moins développé sa communauté. Oui. Aux USA, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps avec Karen, là, pour le coup, c'est limite industriel. Et partout dans d'autres pays, en particulier d'Europe du Nord, c'est bien plus développé. Absolument. En Allemagne. Il suffit de voir en Allemagne, la moindre ville moyenne, je sais pas moi, une ville comme Quimper ou Brest, aurait au moins une grosse boîte SM, quoi. Ouais. Voilà. En Allemagne, et c'est des belles boîtes. Enfin, moi, celles que j'ai vues, j'en ai vu quelques-unes en Allemagne. C'est très chouette et ça paraît pas. Enfin voilà, c'est un peu dommage qu'on n'en soit pas là. Alors qu'on n'en a pas en France, quoi, grosso modo. Non. La plus grosse, c'est Crier Chuchotement, à ma connaissance. Non, c'est Clair Obscur. Ouais. D'accord, il est plus grand. Mais qui n'est pas ouverte toute l'année. Mais ici, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, mais c'est pas un club. Non, c'est pas un club. On reparlera. J'espère pouvoir reparler sur ma chaîne du Domaine Eros. J'en parlerai avec son propriétaire. Domaine Eros, où on est en train de de filmer cette interview. Et où on organise la plupart des soirées bretonnes, quoi. Alors avec tout ce que tu fais, tout ce que tu organises, tu commences à être connu. Et tu commences à être connu en dehors de la communauté BDSM. Et en particulier, tu me racontes une anecdote où un jour, ton mari, un mari t'amène sa femme. Oui. Oui. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Et même, ça m'est arrivé dans une boîte aussi, de voir arriver une femme magnifique qui venait me dire, voilà, vous êtes bien maître Georges? Oui. Est-ce que vous me feriez l'honneur de me fouetter? Avec plaisir. Avec plaisir. Déshabillez-vous. Ça paraît assez fou, mais enfin voilà, c'est sympa quand même. Bah, tu as une aura à partir de ce moment-là. Et alors donc ce mari qui t'amène sa femme qui... Ah oui, alors donc il y en a un en particulier qui m'avait amené sa femme et qui... parce qu'on ne parle pas dans ce milieu de... Sa femme consentante? Oui, bien sûr. Oui. Mais on parle rarement de politique et de métier et de choses triviales dans ce genre d'événement, quoi. On reste concentré sur ce qu'on fait et on ne dit pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., quoi. Ça ne vient que tout d'un coup, comme ça, au détour d'une conversation, quand on se connaît déjà depuis 6 mois, quoi. Je veux dire... le BDSM, on l'a déjà dit, on va le redire, c'est un grand théâtre, quelque part, on essaye d'organiser une ambiance, on ne va pas casser l'ambiance en parlant de la pluie et du beau temps. Voilà. Quoi. Et donc, au bout de quelques temps qu'on se connaissait bien avec ce mari, hein, qui m'a amené sa femme, et donc il m'a dit qu'il était un des responsables de la gendarmerie du Finistère, quoi. Et donc, je lui ai tout de suite dit, mais est-ce que vous avez des dossiers à mon sujet? Et il m'a confirmé, il m'a dit, oui, on a beaucoup de dossiers, mais ils sont pas défavorables, quoi. Oui, c'est pas préoccupant, juste ils te connaissent, quoi. Voilà. Il m'a juste dit, ne fais pas de politique, si tu fais de la politique, le dossier sortira. Bon, il se trouve que ça ne m'intéresse pas, la politique, donc voilà, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là, quoi. On est en quelle année à ce moment-là, à peu près? C'est vieux aussi, ça. Ça a plus de 20 ans, quoi. Donc, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, le BDSM est toujours très mal considéré. On est toujours dans des années... Peut-être dans les années 90 ou... Ouais. On est toujours dans des années où les pratiques sadomasochistes sont toujours vues comme des perversions par les psychiatres. Hein. Ah oui. Je crois que c'est en début... Ça a été retiré... Récemment. Relativement récemment, je crois. Je vais faire un podcast, parce que c'est plus compliqué que ça, et je vais faire un podcast avec Cinéden Sublime là-dessus, parce que je voudrais effectivement aborder le problème, parce que c'est plus compliqué que juste le BDSM est maintenant mieux, c'est plus compliqué que ça. Mais justement, j'en parlerai dans une de mes émissions. Donc, étant chef de la gendarmerie, il m'a confirmé que j'étais connu des services. Ouais. Et à tel point que, d'ailleurs, j'ai un jour été convoqué, mais là par un service spécialisé, il me demandait de confirmer ou non qu'un acte qui avait été commis par quelqu'un qu'ils avaient arrêté
et qui prétendait avoir fait... C'était un type qui prostituait sa belle-fille de 13 ans sous la menace et même sous l'exécution de brûlures de cigarettes et de cigares. Et qui a dit, mais non, c'est pas un abus, c'est ma soumise, donc voilà, elle est consentante. Le type se justifie oui. en disant qu'il a brûlé la cigarette une mineure de 13 ans, 13 ans qu'il prostitue. Oui. Et ils ont besoin de toi pour savoir, ou du moins ils veulent une confirmation. C'est ça. Oui, enfin... Pour savoir si c'est pas juste du BDSM ou si effectivement vraiment... S'il y avait quelque chose qui... Je sais pas exactement. Qui leur a échappé, quoi. Non, mais peut-être qu'ils voulaient savoir si ça pouvait tenir le coup devant la justice, quoi. C'est une défense de cet ordre-là, quoi. Oui, d'accord. Et ça peut pas tenir en aucun cas. Et je t'avais dit, je leur avais conseillé de regarder parce qu'il m'avait dit avant de partir, il m'avait dit, ce policier, vous faites quand même des trucs bizarres dans vos soirées, c'est des trucs, vous êtes quand même bizarres, des gens bizarres. Alors je lui ai demandé de consulter, de taper sur son ordinateur Spank the Cat, et où on voit des tas de... Il y en a plein, j'ai été voir depuis. Des milliers de vidéos, on voit des chats. J'en mettrai une en lien d'ailleurs sur ton interview, parce qu'effectivement il y a pas mal de vidéos sur internet, Spank the Cat, donc frapper son chat, quoi, grosso modo, de chats qui se font battre entre guillemets. Mais qu'on voit très bien qu'ils demandent. Et qu'ils ont l'air d'apprécier ça. Et qu'ils apprécient ça. Et c'est à l'évidence, quoi. Et quand on connaît les chats, moi je connais bien les chats, on ne fait pas faire ce qu'on veut à un chat. Non. C'est bien que ça lui plaît. C'est même pas la peine d'essayer. Donc en fait, tu lui dis ça pour qu'il essaye de comprendre intuitivement qu'est-ce qui peut plaire dans le fait d'être battu. Disons que ça existe et que on peut pas dire qu'ils sont manipulés, les chats, ils refusent de se faire manipuler. Non, on ne dresse pas un chat comme ça. Voilà. Surtout à se faire taper. Alors évidemment... on précise, enfin les gens verront sur la vidéo, ceux qui auront la motivation, mais enfin, on les bat pas comme plâtre. Modérément, bien sûr. Modérément, Mais c'est quand même, disons, c'est pas la caresse du chat habituel, quoi. Alors si tu veux bien, parce qu'on a pas mal avancé, je pense qu'on a bien parlé de ton parcours, si tu veux bien maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu parles de ta vision du BDSM et des relations de domination-soumission en particulier, parce que de ton point de vue, il y a des choses extraordinaires à découvrir là-dedans. Je ne dirais pas ce que j'en pense. Si j'étais pas un petit peu d'accord, je ne serais pas là. Donc voilà, pour toi, ce qui importe le plus quelque part, c'est beaucoup moins, et tu vas me le confirmer, beaucoup moins les pratiques que la relation qui s'installe, en particulier dans la relation ODS qui est un peu centrale quelque part dans le BDSM. Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure aussi, les pratiques existent depuis la nuit des temps, quoi. On a des représentations sur les pyramides, enfin disons, de tous les temps, on voit des actes de flagellation ou de choses comme ça. Mais c'est jamais les actes eux-mêmes qui... Enfin, il faut aller au-delà des actes, parce que ces actes ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas une relation derrière. Y compris dans le temps, quoi, y compris autrefois. À mon avis, de tout temps, cette relation a été première par rapport aux différentes pratiques, quoi. Et aujourd'hui, on dirait que les pratiques prennent le pas et même quelquefois remplacent la relation. Et moi, je m'insurge contre ça parce que c'est toujours... quand on voit on parle de choses extraordinaires qui peuvent se produire grâce à ces relations, on pense à ce qui est connu sous le nom de subspace, hein,
qui est un état vraiment très particulier qu'on observe chez les soumises, par exemple. Un état de conscience. Un état de... Ça ressemble à un orgasme en quelque sorte, mais qui se manifeste de façon extrêmement plus puissante et extrêmement plus durable. Quelquefois, ça peut durer une semaine. Hein, aussi... Qui est très cérébral. Qui est très cérébral et surtout qui est complètement addictif. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît un subspace ou qui même l'approche, quelquefois sans aller jusqu'au bout en approche, il continuera à rechercher ça tout le reste de sa vie, quoi. Donc ça mérite quand même considération, quoi. Et pas se dire « oh, c'est parce que j'ai pas bien fait mon nœud ou ça n'a pas marché », ou dire au contraire « c'est grâce à mon nœud que mon nœud de corde ou telle ou telle pratique, ou telle pratique, hein, ou mon coup de fouet qui est... » Non, on s'en fout complètement, c'est pas ça qui fait. C'est la relation à un moment donné qui se cristallise peut-être grâce à un acte, mais peut-être même pas grâce à un acte. Oui. C'est vraiment... Enfin, moi, là, la dame dont je te parlais, d'un certain âge, irlandaise, à qui j'ai fait cette... Ah ben raconte. Ah oui, c'est vrai. On en a parlé hors caméra. Bon. Donc, lors d'une soirée où il y avait un couple qui venait d'Irlande... Ça se passait ici même? Ici même, oui, dans le jardin, là. J'ai demandé à cette femme je lui ai dit que je voulais lui offrir des fleurs. Et ces fleurs, il s'agissait de fleurs de genêt. Le genêt étant une plante qui est très... avec laquelle on construisait autrefois, on fabriquait des balais autrefois, donc dont les feuilles, le feuillage est très cinglant, mais qui a des magnifiques fleurs jaunes qui enjolivent la Bretagne. Et en particulier, quand on utilise ça comme un instrument impactant, les fleurs se détachent des pétales. Les fleurs se détachent et tombent aux pieds de la personne qui est fouettée avec ce... Et en plus, ça dégage une odeur extraordinaire, quoi. Donc, et elle est tout d'un coup, elle a eu une sorte de subspace qui l'a emmenée très loin à cette occasion-là, quoi. Parce que tu l'as fouettée comme ça en l'ayant attachée à un arbre. Oui, exactement. Et elle était tout à fait nue aussi, donc il y avait un peu de monde. Donc, enfin voilà, tout ça a aidé à la chose. Mais enfin, donc, et finalement, elle a baptisé ce qui lui était arrivé de flower shower, donc une douche de fleurs, ce qui est assez amusant. Mais donc je voulais en revenir au subspace pour dire que c'est un phénomène qui est tellement extraordinaire que ici aussi, même, hein, j'en ai vu un où il y avait une dizaine de personnes qui étaient chacun, ça faisait 5 couples qui étaient, c'était pas dans cette pièce-ci, c'était une pièce en bas, 5 couples qui étaient occupés chacun de leur côté, et tout d'un coup il y a eu un subspace, et tout le monde s'est immédiatement interrompu, alors qu'il n'y a pas eu de signal particulier, c'était dans l'air, quoi. Et voilà, ça n'existe pas, ça n'a pas d'explication technique, quoi. C'est donc un phénomène unique, hein, et qui est dû, qu'on le veuille ou non, qui est dû uniquement à cette relation. Qui est lié à la qualité de la relation. Exactement. Entre les deux personnes qui officient. Exactement. Le donneur et le receveur, on va appeler ça comme ça, dans les relations de domination-soumission. Alors donc c'est 10 personnes, sur les 10 personnes, il y avait au moins la moitié qui était en larmes. Alors qu'ils n'avaient assisté que marginalement, même pas attentivement, mais ça, c'était comme il y avait une ambiance qui touchait tout le monde, quoi. Une forme de communion de l'esprit. Oui, c'était très très bizarre. J'ai assisté à de nombreux subspace, mais ceci dit, il y a des manifestations très très différentes. J'ai vu des convulsions, des pertes de connaissance, des trucs qui font peur, quoi. Ouais. Bon.
Mais pourtant, la seule indication, c'est un verre de jus d'orange. parce qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre que ça se passe, quoi. Ouais. Et tu me disais qu'un certain nombre de personnes, selon toi, confondent ou se focalisent sur les pratiques en oubliant cette relation-là. Tu me donnais un exemple très parlant tout à l'heure, encore une fois en off, d'une personne que tu as vue ici même, dans cette pièce, manier le fouet avec... Oui. Donc quelqu'un que... moi, je manie le fouet depuis une 50aine d'années, je connais ça aussi, quoi. Mais là, c'était un jeune homme, mais qui était très habile. Vraiment, il y avait une prestance et une qualité de maniement du fouet qui était extraordinaire. Et il y avait une très jolie soumise, bon, très bien, donc Sa soumise. Sa soumise, qui faisait, c'était un très beau spectacle. Mais jamais, pas une seule fois, pendant tout le temps où il a fouetté, je ne l'ai vu toucher sa soumise ou la serrer dans ses bras pour lui dire je suis là, et il n'y avait aucune autre relation que le bout du fouet, quoi. Et donc c'était très beau, mais il ne s'est rien passé et il ne pouvait rien se passer, quoi. Il manquait l'essentiel qui est la communication entre les deux personnes, quoi. Et et on voit de plus en plus de gens qui sont en spectacle, quoi, qui sont en train de montrer tout leur art des cordes, du fouet, du feu, etc. C'est magnifique ce qu'ils font, mais ils oublient ils oublient l'essentiel, que c'est une communion entre deux personnes. Et c'est ça qui est magnifique là-dedans, quoi. On va juste terminer sur... Bon, ça, à la rigueur, je pourrais l'enlever. Oui, l'idée la plus importante, à mon sens, c'est l'idée que souvent, dans une relation de domination-soumission, on a tendance à considérer que c'est le maître qui mène le balai. Mais c'est pas tout à fait la vérité, alors. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ce que j'en dis souvent, c'est qu'un maître peut faire absolument tout ce qu'il veut de sa soumise, à la condition expresse que ce soit exactement ce que la soumise ait envie qu'on lui fasse. Ce qui limite quand même considérablement la liberté du maître, quoi. Et c'est une boutade, mais ça a un fond tout à fait réel, parce que si ce n'était pas l'élément faible qui mène le jeu, ça n'aurait plus aucune signification, quoi. Puisque... ce serait dangereux, déjà. Bah oui, c'est ça. Et puis moi, tout ce que j'examine systématiquement dans ce monde, c'est sous l'angle du don de soi de la soumise. C'est ce don qui est le cœur de la relation, quoi. Alors, je voudrais préciser ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, dans une certaine mesure, la soumise dirige en quelque sorte le jeu. Et je pense que ça demande précision, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que, à mon sens, le rôle de la soumise, c'est de bien cerner quelles sont ses limites, de façon à ce que ces limites ne soient pas dépassées. C'est-à-dire qu'elle a un certain nombre de pratiques, là pour le coup on peut parler de pratiques, qu'elle apprécie ou qu'elle est susceptible d'accepter, et d'autres qu'elle ne veut pas accepter, donc qui font partie de ces limites entre guillemets, même si après on peut regarder dans le détail des limites qui peuvent être demandées à être un peu repoussées. Donc le maître il peut faire tout ce qu'il veut, mais bien à l'intérieur de ces limites-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre, tiens, tu veux bien faire ça aujourd'hui ou pas. Non, très clairement, il va faire ce qu'il veut, mais à l'intérieur, très clairement, de cet ensemble de choses qu'elle accepte par avance. C'est ça. Mais ça nécessite qu'il observe exactement très bien sa soumise, parce qu'elle va évoluer. Elle n'est pas figée dans ses choix. Et donc, enfin, disons... Elle pose son cadeau, qui est le don de soi, au pied de son maître. Et lui, il a des devoirs énormes. Il a beaucoup de devoirs qui est créé par ce don, quoi. Il a d'abord, premier devoir, c'est de reconnaître, reconnaître la beauté de ce cadeau, quoi. Il doit le mesurer, dire jusqu'où ça va ce cadeau, quoi, qui est théoriquement infini, mais bon, on sait bien que voilà, disons. Ensuite, il faut qu'il l'admire, qu'il trouve ça extraordinaire. Lui,
n'est pas capable de le faire, quoi. Bon. Et ensuite, il faut qu'il le teste. C'est-à-dire, il faut qu'il voit si il est toujours là, le cadeau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il l'utilise. Parce que moi, j'ai vu des couples où la femme disait « fais tout ce que tu veux de moi », et que le gars avait dit « oui, oui », et puis qu'il ne faisait rien. S'il ne fait rien, c'est catastrophique. C'est qu'il crache sur ce cadeau incroyable, quoi. Donc, c'est un devoir. Tout ça, c'est des devoirs. Il est obligé de temps en temps, de voir si le cadeau, si le don de soi est bien effectif. De le recevoir. Oui, mais il doit le solliciter aussi. Il doit le cultiver. Oui, c'est une autre façon de le dire. Oui, tout à fait. Donc on est loin de l'imposition de quoi que ce soit. Déjà, c'est un travail considérable, tout ce que je disais, de tester, de le reconnaître, déjà, le don de soi, quoi. Hein, et si on ne le fait pas, on casse la baraque, quoi. Donc ce pouvoir de la soumise est bien réel, quoi. Ce don crée énormément de conséquences, quoi. Et qui nécessite une communication importante. Bien sûr, mais pas forcément verbale aussi. Disons, il y a de l'observation, hein, il y a beaucoup d'observation. Et puis il y a aussi une prise de risque presque obligatoire, mais qui doit être extrêmement mesurée et extrêmement prudente. On peut essayer des choses nouvelles, mais il faut être capable de faire une marche arrière rapide et des excuses si on se plante, quoi. Elle tolère des petits manquements, des petits ratés, à condition qu'il y ait les excuses et une attention à ce qu'elle est, à ce qu'elle ressent. C'est ça. C'est indispensable. Ou à ce qu'il est, à ce qu'il ressent. Parce que c'est vrai qu'on est en train d'en parler comme si... Oui. Comme deux hétéros, j'ai envie de dire. Oui, alors oui, mais enfin... moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Et donc, parce que c'est pas... je ne pense pas que ce soit le positif et le négatif d'une même photo quand on parle de domination masculine et domination soumise. Non, c'est pas pareil. Et ce que je dis, moi, je pense, mon expérience me dit que ce dont je parle est valable dans le cas d'un maître et d'une soumise. Je ne suis pas sûr que tout soit réellement identique dans le sens inverse, quoi. Mais je ne vais pas me risquer à des paris là-dessus, c'est déjà assez compliqué. Ouais. On en arrive à la fin de cette interview. La question que j'aime bien poser toujours, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu aimerais parler, que peut-être on n'a pas encore abordé et qui te tient à cœur ? Ce qui me tient en ce moment à cœur, c'est ce dont je parlais, cette espèce de dérive un peu étrange, qui me perturbe un peu, mais comme je suis sur le point de prendre ma retraite du BDSM ou de la DSSM, je l'observe sans en tirer des conséquences. Ce qui t'interpelle, c'est le manque de sens parfois. Oui, c'est ça, c'est le refus de voir l'importance de cette relation, quoi. S'il n'y a pas cette relation très forte provoquée par le don de soi, il n'y aura pas les bénéfices. Il n'y aura pas les émotions qui vont avec. Émotions. Donc c'est une perte de temps, pas forcément désagréable, mais c'est une perte de temps, quoi. Et alors donc, ça c'est le côté négatif, mais je me dis que comme ça a toujours existé, ça a toujours concerné une petite partie de la population. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, finalement, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais ils passent à côté. Pas de chance pour eux. Ouais. Enfin, il y en a dedans, il y en a qui vont comprendre et qui vont venir. Hein, Mais peut-être qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont en recherche, oui. Et puis finalement, ça va leur prendre un certain temps pour s'apercevoir que c'est pour eux ou pas. Voilà. Je pense qu'on en est là, quoi. Ouais. Et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein,
je vois pas pourquoi ça s'interromprait depuis les Égyptiens. Oui, puis c'est vrai qu'on est on est dans une période de l'histoire, j'ai envie de dire, où de plus en plus de gens s'y intéressent. Il y a une forme de démocratisation et effectivement, parmi tous ceux qui s'y intéressent, il y en a qui vont faire ça en dilettante pour qui ça va être une découverte gentillette et puis ça ira pas plus loin. Quoi. Nécessairement, ça n'ira pas plus loin. Quoi. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, quelque part. C'est mieux que de ne pas se poser la question. Moi, j'avais dit d'ailleurs dans la préface du site Anno Justine, j'avais dit qu'on connaissait un chemin vers le bonheur, un chemin encore secret, et que j'espérais qu'il y aurait de plus en plus. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui le découvre, c'est pas grave, S'il y en a beaucoup, c'est bien. Je trouve que c'est important. Alors, à titre personnel, je vais donner mon avis. Je trouve ça important que les gens se posent la question. Après, s'il n'y en a pas plus qu'avant, qui finalement aiment ça, c'est pas grave. Voilà, l'objectif, c'est pas que tout le monde en fasse. Dans le pire des cas, il y en aura au moins autant qu'avant, Donc, le bénéfice sera forcément quand même au rendez-vous. Ouais. Mais ça permet à ceux qui s'étaient pas posé la question, de creuser le sujet au moins. Je trouve ça important. En tout cas, je te remercie. C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté mon invitation. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je referai un certain nombre d'interviews. Enfin, je ferai surtout une interview probablement avec ton fils, Maître Ruban, voilà. À propos de l'association dont on a parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais je ferai un sujet sur l'association elle-même, la communauté du Triskel. Parfait. Bon. Eh bien, je te remercie encore une fois. Merci à toi.